Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent, mais assez récurrent de l'actualité footballistique et même sportive, c'est la fameuse chasse à la taupe. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas simplement une spécialité française avec Patrice Evra à l'époque de la Coupe du Monde 2010 ou récemment Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Non, la chasse à la taupe, elle est internationale, elle concerne tous les sports et tous les niveaux. Rappelez-vous Nagelsmann au Bayern, Mourinho qui est chassé à Madrid et qui continue de le faire à la Roma, ou Roberto Martinez et Thibaut Courtois en sélection belge. Bref, la chasse à la taupe, c'est cette idée de dire quelqu'un à l'intérieur du vestiaire est en train de parler et de faire fuiter des informations qui devraient rester confidentielles, et bah on l'a dans tous les sports, à tous les niveaux, et en fait ça donne une fausse perception de ce qu'est réellement la chasse à la taupe. C'est-à-dire que pour le grand public qui n'est pas forcément dans les médias, on croit que c'est vraiment ça. C'est un joueur qui prend le téléphone et qui va appeler un journaliste pour faire fuiter quelque chose afin de déstabiliser son groupe parce qu'il est mécontent ou autre. Alors ça peut exister. Des fois tu as un contact direct. Et en fait la chasse à la taupe, c'était peut-être il y a 20, 30, 40 ans. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a 20, 30, 40 ans, tu avais énormément de contacts en direct entre les joueurs et les journalistes directement. Il n'y avait pas tellement de barrières et toute cette kyrielle de personnes autour des joueurs. Parce que indépendamment de l'agent, du conseiller, du placement financier, de l'avocat, de l'intermédiaire, de la mère, du père, de l'oncle, du cousin, du meilleur ami, du barbier, du placement, enfin du mec qui organise les soirées, du loueur de voiture, enfin bref, du concierge de luxe, et des multiples amis qui se greffent aux autres amis, c'est le téléphone arabe, c'est premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle. Et en fait, les histoires, souvent, elles vont d'une voix à l'autre. Le joueur la raconte à quelqu'un, ce quelqu'un le raconte à quelqu'un, qui le raconte à quelqu'un, qui le raconte à quelqu'un. Et paf, à un moment donné, sur cette route-là, et bah, ça va potentiellement aller chez un journaliste. Donc souvent, la chasse à la taupe aujourd'hui, en fait, ce qui vient du vestiaire, oui, mais un joueur, qu'il soit déçu ou content, souvent il va raconter ça à sa femme, potentiellement à sa mère, son père, des amis, son agent, qui lui-même va le raconter. Donc en fait, faire la chasse à la taupe, pour lui, c'est quasiment impossible. Alors bien évidemment, attention, ça ne veut pas dire que certains joueurs ne parlent pas en direct avec certains journalistes. C'est notamment le cas pour la génération d'avant, ceux qui aujourd'hui sont un peu plus de trentenaires. Tu as davantage de relations directes, parce qu'on a mis de plus en plus de barrières. Je le répète très souvent, mais aujourd'hui les entretiens individuels, souvent c'est lié à des sponsors, pour la sortie d'un nouveau crampon ou que sais-je encore, ou c'est décidé un peu par les clubs bien en amont, etc. Enfin bref, tout est cadré aujourd'hui. Et on va être très clair, tu as des contacts directs, c'est notamment les dirigeants, ça peut être les coachs, etc. qui des fois vont appeler des journalistes. Ou des fois, c'est vrai, les joueurs vont appeler, par exemple, certains sont pas contents d'une note et autres. Et attention, à l'époque, je vais pas dire que c'était mieux avant, loin de là, c'est juste que c'est complètement différent le journalisme d'avant d'aujourd'hui. Auparavant, tu avais des vraies amitiés. Alors certains pouvaient dire que c'était de la connivence et que ça pouvait faire des conflits d'intérêts, voir à quel point certaines personnes liées à France 98 sont dans la complaisance. On peut penser à un Jacques Vendroux qui, quand il invite ses potes, même d'avant France 98, les Platini, etc. Voilà, là c'est vrai qu'en effet, qu'il les interroge, tu peux te poser des questions sur une connivence qui peut quand même parfois ombrager la vérité, on va dire ça comme ça, mais tu avais ces amitiés qui des fois étaient réelles. Les mecs étaient témoins de mariage les uns des autres et tout. Il y avait de vraies amitiés. Le problème aujourd'hui, plus tu avançais, c'est que tu as aussi les amitiés d'opportunité. C'est-à-dire, on est là pour le joueur, ok, je vais essayer d'être pote avec tel mec, comme ça, il va bien me noter, j'aurai toujours un peu la moyenne. Tu avais des spécialistes, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui voient, notamment pour les notes l'équipe ou vis-à-vis de France Football, tu en as plein qui se faisaient amis, surtout dans les années 2000, un peu après, quand il y avait vraiment de l'importance à ce niveau-là, boum. Et en fait, tu as énormément d'amitiés d'opportunité. C'était l'opportunisme qui prédominait. Ah oui, lui, il est influent dans les médias, je vais lui parler, je vais être gentil, comme ça, il dira un bon mot de moi. Parce qu'on a vu que souvent, quand tu n'es pas ami avec la presse, en gros, quand tu ne parles pas, on a tendance à te démonter. Alors attention quand je dis ça. Parler à un journaliste, ça ne veut pas dire spécialement être une taupe, ça peut parfois expliquer les choses. Tu as des dirigeants qui le font, etc. Et en fait, c'est normal parce que, et c'est ça qui est assez savoureux et paradoxal dans ce milieu, c'est qu'au milieu de tout ça, vous avez plein de joueurs qui vont faire fake news, c'est pas vrai, les médias c'est de la merde, etc. Et on va être très clair, tu as plein de journalistes propagandistes qui des fois publient n'importe quoi, c'est une réalité. Il y a des choses inventées où tu es instrumentalisé dans un certain but afin de nuire à telle ou telle personne. Ça c'est une réalité, ça existe dans ce milieu-là. Tu as des éditorialistes en plus, à ne pas confondre avec des journalistes. Un éditorialiste, c'est quelqu'un qui donne son avis, qui ont tendance à bâcler leur travail, ils ont peut-être qu'un son de cloche, boum, ils balancent, et on va se dire, mais cet avis, excusez-moi, c'est très insuffisant, en gros, c'est de la merde, et donc on va dire que, mais regardez, les médias en général. Non! Il y en a plein qui font très bien leur boulot. Le problème, c'est que ces gens-là, souvent, en fait, ils pâtissent de certains éditorialistes ou personnes assez suivies, ce que vous voyez en politique, vous voyez également dans le journalisme sportif, qui, eux, parfois, vont faire des choses à l'emporte-pièce. Et donc, vous avez les joueurs, les coachs, etc. Rappelez-vous Martinez en Belgique. Fake news, la bagarre, etc. Tout ce que vous voulez en sélection belge.
Et souvent, quand c'est les coachs qui évoquent cette idée-là, c'est l'idée en fait de réunir le groupe, de dire regardez, on nous en veut, on balance des conneries, etc. Après, tu as certains joueurs qui utilisent leur story pour dire c'est fake et tout, alors que des fois c'est eux-mêmes et leur entourage qui vont provoquer certaines histoires, ça c'est aussi assez exceptionnel. Mais en fait, tu as quand même une donnée qui est claire. Sans médias, t'as pas de football professionnel. Parce qu'on rappelle que, indépendamment du fait que c'est une profession, et il y aurait beaucoup à redire, je suis le premier à le faire à ce niveau-là, dans le corporatif, dans tout ce que vous voulez, mais sans médias, t'as pas de foot pro, parce que t'as pas de droit TV. Sans visibilité, t'as pas de sponsor. Donc tu n'as pas de foot pro, tu as le foot amateur. T'as pas le foot pro avec toutes les conditions qu'il peut avoir. Donc en fait, les médias sont une donnée indispensable aujourd'hui au football. Est-ce que ça donne tous les droits aux médias? Bah non. Et malheureusement, certains s'abrogent cela, certains s'octroient ce privilège, puisque certains estiment qu'ils ont l'influence pour faire sélectionner des joueurs en équipe de France, de par leur connexion, avec une bonne image presse et tout. Ce qui crée évidemment un rapport un peu compliqué et ce qui va tendre dans cette idée d'opportunisme. C'est-à-dire, je te fais comprendre que tu as des avantages aussi à parler, que ton entourage a des avantages à parler. Moi-même, j'avais expliqué il y a des années, mais je m'en rappellerai toute ma vie, qu'on avait menacé un petit peu le staff de Naïm en disant mais pourquoi vous n'avez pas les infos de la compo? Sous-entendu, si vous les donnez, on va être plus gentil. Parce qu'avant, visiblement, ça se faisait. Et on peut là reprendre une donnée, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est défendu ardemment par la presse, notamment certains coachs français d'un certain âge, tu te rends compte que les mecs, souvent, ils donnaient, tout simplement, où ils avaient cette connivence-là. Et c'est vrai que tu as une certaine protection derrière qui peut s'installer. Donc, comme je le disais, certains disent fake news, on reproche plein de choses aux médias, mais sans ces médias-là, pas de football professionnel comme on l'entend. Donc, en fait, on doit composer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter et qu'il faut tout donner, non. Souvent, il faut un juste milieu. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est quand vous voyez Grosso à Lyon, oui, il y a une taupe, etc., tatati, tatata. Alors, on rappelle qu'à Lyon, il y avait déjà eu la chasse taupe de Raphaël il y a quelques années. Bon, je pense que tout le monde dans le microcosme savait d'où ça venait et continue de savoir à peu près d'où ça vient. Parce que le problème, c'est que certains journalistes, dans la manière dont ils écrivent, tu te rends compte rapidement qui a pu parler. Souvent dans la manière dont c'est anglais. Et ça, c'est un véritable problème. À Lyon, il y a eu un traitement à un moment donné ultra pro-textor. C'est-à-dire, on racontait un peu n'importe quoi, comme ultra pro-las, qui avait tendance à raconter un peu n'importe quoi. Le fameux textor vaut 3 milliards. Pas Textor qui disait ça et tout, c'était la direction lyonnaise qui était persuadée qu'ils disaient n'importe quoi. Je ne vais pas parler de Bordeaux parce que là c'est vrai que ça tourne un peu presque au comique, on va dire comme ça, où tu vois que la direction, comment elle va instrumentaliser certains journalistes en donnant à manger en échange de protéger. On peut penser à d'autres présidents de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui sont relativement protégés. On peut penser à un Olivier Piqueux quand même depuis très très longtemps qui est un excellent client, un Olivier Létang évidemment dont on a parlé depuis des années. Donc tu as des gens qui parlent comme ça et ils sont reconnus comme tels dans le milieu. Est-ce que cela est mauvais? Chacun après a sa conception. Mais on en revient à ce que je disais au début, cette fameuse chasse à la taupe, au traître, etc. et tout. Le plus savoureux, c'est que tout le monde parle quasiment. Je le redis dans ce milieu, alors pas directement les joueurs, mais l'entourage, le ci, le là. Et plus vous montez dans les dirigeants, plus c'est pire. Et donc des fois la chasse à la taupe, elle a des conséquences incroyables. Les mecs sont en paranoïa. À Lyon c'était un peu le cas, en équipe de France c'était un peu le cas, en équipe de Belgique c'était un peu le cas, et même en division inférieure. Quand je fais ma vidéo sur Poitiers, à long terme c'est la chasse à la taupe. Qui a parlé, qui a parlé, qui a parlé. Et donc on s'épie et ça crée encore plus de clans. Alors c'est là où c'est savoureux parce que quand des clubs comme Poitiers avec une gestion abracadabrantesque, tu devrais te dire peut-être que le problème c'est pas que quelqu'un ait parlé, c'est peut-être de résoudre les problèmes et les graves dysfonctionnements qu'il y a dans le club. Et souvent en fait dans les fédérations si on voit la même chose, c'est par exemple à la Fédération Française de Foot. C'est pas qu'il y a eu des abus couverts, ça visiblement ça va. Visiblement c'est pas très grave, les gamins et les gamines c'est pas grave, ils peuvent passer à la casserole. Qui a pu parler? Et celui qui parle, on lui coupe la tête. Et donc on a potentiellement des doutes à ce niveau-là. Donc des fois il y a des méthodes d'espionnage. Il y a des clubs qui ont payé des boîtes privées pour infiltrer les boîtes mail. Alors quel dirigeant du football français s'est fait virer parce qu'on a retrouvé dans sa boîte mail qu'il avait écrit lui-même un article dans un grand média français, signé par un journaliste plutôt connu, sauf que c'est le dirigeant qui avait écrit. Et il y a eu quand même une petite touche comique au milieu, c'est que le journaliste en question a rajouté « Contacté par nos soins, le dirigeant n'a pas répondu ». Bah oui, il n'a pas répondu, c'est lui qui l'a écrit. Alors voilà, je pose en commentaire, quel dirigeant du football français, Ligue 1, Ligue 2, a fait cela? C'est quand même assez savoureux, et donc le mec s'est fait virer pour ça parce que le club avait embauché une boîte privée. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est que ce terme, il revient très 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 souvent. Et souvent, le grand public a cette perception de dire « Oh, c'est le joueur qui a... » Non, aujourd'hui, c'est très rare. La nouvelle génération, tu as quelques contacts directs. Attention, ça peut arriver. Souvent, quand même, ça passe par les agents, par les tout. Mais en direct, aujourd'hui, tu as des joueurs avec leur clan, leur entourage. Mettez ce que vous voulez. Des fois, ils vont parler à des potes à eux qu'ils ont rencontrés en soirée, ce que vous voulez, ou qui connaissent du quartier, qui vous voulez. Et aujourd'hui, ça fait que tu as des mecs, notamment sur les réseaux, qui sont utilisés par certains joueurs
Et en fait, c'est eux qui sont en relation directe. Et des fois, les mecs ont véritablement la bonne info. Donc en fait, c'est un changement aussi qui va avec notre société, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que vous voulez. C'est pour ça que la chasse à la taupe directement aux médias, je vois très peu de joueurs aujourd'hui de la nouvelle génération qui vont appeler des mecs, parce que déjà il y a un problème de génération, c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes coutumes. Par contre, des potes à eux qui sont sur les réseaux pour faire passer les messages, t'en as plein. Et dans le même temps, ces joueurs-là et ces dirigeants, souvent ont des comptes sur les réseaux sociaux et ils épient un peu tout. Et attention, il n'y a pas que des joueurs, on va dire, méconnus. Des mecs très 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 connus qui s'en font sur leur image et qui font aussi fuiter un petit peu plein de choses. Donc, pour revenir un peu à ce sujet-là, quand il y a quelque chose qui sort, il ne faut pas dire c'est tel média. Non, déjà il faut voir qui l'écrit. Parce que à l'intérieur même d'un média, tu peux avoir des mecs qui font de la propagande, qui aiment se faire instrumentaliser contre des infos, ils n'ont absolument aucun problème, même s'ils écrivent des choses complètement biaisées. Et en effet, certains ont toujours des rapports, hein, je ne vais pas dire ce que j'avais dit vis-à-vis de Pavard, etc. et tout, c'est évidemment les propos de Pavard vis-à-vis de Deschamps et la manière dont ça se passe à la Coupe du Monde. Si c'est un autre joueur qui n'a peut-être pas ces connexions-là, type Adrien Rabiot, je pense que le type ne met plus un pied en équipe de France. Et ça, tous les gens à l'intérieur de l'équipe de France pensent la même chose. Après voilà, mec, est-ce que c'est peut-être pas lui le plus intelligent? Bah pourquoi pas? Donc pour terminer, il faut beaucoup de nuances. Parce que comme je le répète, à l'intérieur même d'un média, tu as des mecs très bien, donc ça dépend toujours. Et en fait, il faut voir qui écrit. Et après, c'est rare de parler de la corporation parce que tu as aussi une chape de plomb et c'est loin d'être une démocratie, les médias, parce que dès que tu oses émettre un avis, on te coupe la tête. Mais c'est justement ça qui est intéressant. D'où ça peut venir. Enfin bref, il y aura encore quantité de choses à dire. Et pour terminer cette vidéo, je vous rappelle que dès lundi sort mon prochain livre, L'industrie du foot. On en fera une vidéo spéciale, la bande-annonce sort, mais il est en précommande. N'hésitez surtout pas en numérique, en physique, parce que ça aide énormément. Et croyez-moi, ça va valoir le détour. Keep the faith et à bientôt.